Salut à tous. Cette semaine, vous voyez, on se retrouve dans des conditions un petit peu différentes. Je me retrouve donc un petit peu à l'ombre cette fois-ci pour vous parler un petit peu d'un sujet qui m'a un petit peu perturbé, chamboulé, un petit peu énervé cette semaine. Je pense qu'en tant que maraîcher que nous sommes, il était assez important pour moi de vous en parler, de notre vision des choses. Donc bien sûr, je parle de la vidéo, cette fameuse vidéo du magazine, enfin du reportage du Parisien à propos de ce maraîcher donc, qui cultive sans eau. Je vous lance le jingle et on en parle juste après. Bon, on va essayer de faire ça court et assez explicite pour que ça soit assez rapide pour tout le monde. Moi je suis pas là donc pour venir critiquer cette façon de travailler que ce maraîcher a. Chacun a ses techniques, chacun a ses spécificités et chacun voit l'agriculture comme il le veut, et je pense encore que c'est un métier qui nous permet à tout un chacun de faire le métier que tout le monde aime, mais avec sa façon différente. Donc chacun aussi a son point de vue au niveau de la permaculture, le maraîchage bio, le maraîchage conventionnel, tout ça, moi vous le savez depuis des années maintenant, que vous me connaissez, et puis bon, nous ça fait 12 ans qu'on fait ce métier. On a vu de toutes les façons, vous savez qu'à chaque fois qu'on part en voyage, on regarde un petit peu ce qui se passe chez les autres pour mieux apprendre pour nous et essayer de mettre les choses en place comme il le faut. Je suis plutôt là donc pour venir un petit peu démentir et plutôt voilà, expliquer aussi notre version des choses et pas non plus la façon dont les médias nous le montrent, voire nous l'imposent. Parce que c'est pas spécialement que ce monsieur cultive sans eau. Le problème que je trouve, moi, c'est la façon dont les médias et tout le monde a mis ce maraîcher un petit peu en haut, comme si c'était la solution miracle, idéale et adéquate à tout le monde. Alors je vais vous montrer après quelques points, on va passer la vidéo, j'essaierai de vous mettre des extraits en même temps, des petits points qui m'ont dérangé, des petits points qu'il aurait mieux valu d'expliquer, même en voix off par rapport à ce reportage, comme si c'était quelque chose qu'il faudrait appliquer ou que ça devrait être courant chez tous les agriculteurs. Donc je vous mets un petit passage et on parle un petit peu de chaque point à mesure. On n'a jamais eu d'eau, on a foré jusqu'à 115 mètres de profondeur, on n'a pas d'eau. Donc le seul moyen, c'est de comprendre comment la nature peut se développer sans eau. Et c'est à nous de le comprendre et de le retransmettre et de le refaire à chaque fois tous les ans. Alors premier point donc, qui nous explique dans ce sujet, c'est qu'apparemment il n'y aurait pas d'eau en profondeur dans ce sol et que l'apport juste de broyat de mauvaises herbes suffit à compenser donc le manque d'eau et en plus de ça les exportations de nutriments pour ces plantes. Donc à ce sujet là donc je suis assez partagé aussi, parce que bon, je suis d'accord que c'est très bon, c'est des bonnes choses, hein. D'ailleurs je vais faire toujours le parallèle avec nous sur l'exploitation. Bien sûr, vous voyez, on fait des engrais verts. Je vous invite à revoir les vidéos sur le sujet. Chaque année, on couvre les sols, malgré qu'on est dans le sud de la France, mais ça, j'y reviendrai dessus. On couvre le sol et puis on fauche, on enfouit. Pour moi, ça, par contre, c'est une base de l'agriculture. Ça ne devrait pas être une solution. C'est une base, ça a toujours passé comme ça. Vous voyez, je suis dans un truc, il y a des feuilles par terre qui se dégradent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, est-ce que c'est une solution pour lutter contre le manque d'eau? Je ne pense pas. Le fait que les sols soient bien chargés en matière organique pour nourrir la terre et stocker de l'eau, bien sûr. Là, ça c'est un petit point qu'on ne peut pas dire le contraire. Plus un sol va être chargé en matière organique, plus il va avoir une terre riche, plus ça va être des sols qui vont être en capacité de stocker de l'eau pour leurs réserves utiles. On passe à la suite. C'est impressionnant. Nous, dans nos terres à nous, les patates douces, elles vont devenir de plus d'1 kilo, sans eau, sans aucune humidité. Alors pendant que je regarde le reportage en même temps, moi étant en bio, je ne sais pas si cette personne est en bio ou en conventionnel, mais vu l'état de propreté du champ,
Je ne pense pas que sur les 14 ou 17 hectares que monsieur exploite avec sa femme et éventuellement une ouvrière, je ne pense pas que les sols puissent être aussi propres sur 17 hectares avec 3 personnes. Vous savez combien on exploite nous, sur la durée qu'on exploite, et on a 2 hectares et demi. Et sans paillage, donc ce monsieur en plus n'a pas de paillage au sol, que ce soit biodégradable, paillage paille, BRF ou tout ce que vous voulez, il n'y a pas de couvert. Donc ça, première interrogation, il veut économiser l'eau, mais il n'y a pas de couvert au niveau du sol. Donc là encore une fois, il y a peut-être quelque chose qui me dérange un petit peu. Il n'a pas de mauvaises herbes, il a des allées assez larges. Voilà, je me permets d'être un peu douteux sur la façon aussi de gérer son enherbement, parce que même s'il y a un peu de binage entre les plants de tomates, tout le monde sait comment c'est, sachant qu'en plus il n'est pas tutoré, il est en rampant. On sait très bien comment ça termine après 2 ou 3 mois de culture. On voit très bien sur les groupes, ceux qui sont en bio, même en conventionnel, ceux qui n'essayent de pas désherber, ils passent des heures entières de désherbage. Pareil, vous connaissez, on le fait, on est assez nombreux, on est assez dynamique nous sur notre surface, et ça reste compliqué quand il y a des récoltes à faire ou autre. Donc niveau maintien de la matière organique du sol avec le travail du sol comme il est fait, le sol nu et autres, là pareil je mets un petit doute au niveau de la réalité des choses. C'est pas la chaleur qui fait peur aux tomates, ça il n'y a pas de problème. La tomate vient d'un pays chaud, le Mexique, c'est un pays où il fait souvent 40 degrés. Alors un autre point là qui me fait un petit peu encore une fois frissonner et un petit peu énervé, c'est que on nous dit que les tomates sont originaires du Mexique, qui fait chaud et autres. Alors le Mexique, je ne suis pas du tout dans la géographie, mais on sait très bien que ça va des grandes plaines aux grandes montagnes, et qu'au départ, donc on ne va pas revenir non plus aux origines de la pomme de terre, de la tomate ou quoi, il y a X années, forcément c'était peut-être endémique du Mexique, mais c'était sûrement sur les versants humides et autres, d'accord. Donc ça, encore une fois, question de terroir, on ne peut pas non plus trop se fier aux origines des légumes à un moment donné pour se dire c'est originaire de là-bas et du coup ça pousse ici, ça n'a rien à voir. On peut prendre les disparités en France, c'est pas parce que c'est originaire de France qu'il y a des choses qui poussent dans le nord, qui poussent dans le sud et inversement. Nous on a des cultures locales, on va dire comme l'olivier, les amandes, ça c'est dans le coin. Je ne pense pas que ça soit trop ce qui se passe du côté du nord de la France, Bretagne ou du côté de l'Allemagne. Ça voilà, donc on peut être dans le même pays mais ne pas avoir du tout les mêmes disparités. On peut se retrouver, nous à 1h30, on est au fin fond du Canigou, à je sais pas combien d'altitude, et après on se retrouve nous à 25 mètres d'altitude de la mer. Donc sur ça aussi, on ne peut pas dire ça vient du Mexique, il fait chaud, ça poussera ici. Non, les tomates, surtout c'est certainement pas les tomates de l'époque quand ça a été découvert, d'accord. Donc on est sur d'autres variétés qui n'ont pas les mêmes besoins que les tomates originales, d'accord. Donc voilà, sur ce point aussi, je suis un petit peu mitigé. Mâcher le travail, on les a rendus feignants, on les a pas rendus courageux, on les a rendus feignants. Si la plante a que des trucs. Bon, alors là, par contre, là, on peut quand même revenir sur ce point de dire que les agriculteurs sont devenus feignants. Là, vraiment, par contre, c'est plutôt dirigé envers lui. Je ne comprends pas, en étant en agriculture biologique, en arrosant les plantes, justement, je pense que quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose pour apporter de cette terre pour ce sol ne va pas être feignant. Enfin, je ne vois pas le rapport entre être feignant et amener de l'eau à son sol. Au contraire, je pense que tous ceux qui arrosent sont loin d'être feignants et loin de savoir, enfin, eux seuls savent la quantité de travail que c'est de gérer une irrigation. On ne met pas de l'irrigation par plaisir, ce n'est pas une passion. On passe pas ces dimanches après-midi à aller arroser les champs quand il fait je sais pas combien de degrés, peu importe où en France cette année, vous le savez très bien, je vais même pas faire le rapprochement
à nous qui sommes dans le sud de la France, cette année tout le monde est à la même enseigne et vous le voyez très bien. Donc pour les agriculteurs, enfin, je pense, il n'y a aucune personne qui adore aller arroser, quoi. Si on peut faire pousser ça, on va très bien faire pousser ça. Moi, s'il pleuvait régulièrement, ça ne me dérangerait pas du tout de ne pas arroser mes champs. En début de saison, quand il fait les averses ou quoi, des fois pendant 1 mois et demi, je ne mets pas d'eau. Donc voilà, mais par contre, quand il faut arroser, il faut arroser. Pour rappeler aussi un petit peu, je fais un petit point rapide pour pas que ça soit trop lourd. Les sols sont composés, vous savez, d'une réserve utile, facilement utilisable, et une réserve non utilisable qu'on appelle. Donc ces valeurs, ça peut aller de 15-20 mm à peut-être 40, allez, peut-être pour les meilleures terres, 50 mm de stock. Donc 50 mm d'eau, vous vous rendez compte ce que c'est. Vous comptez avec votre coefficient de la plante qui n'est pas une valeur aussi abstraite, ça c'est une valeur qui a été déterminée par plusieurs scientifiques et personnes qui sont du métier et qui connaissent très bien. Une plante au stade floraison, au stade fructaison, au stade 3 bouquets, la tomate consomme tant. C'est des données fixes, invariables, et qui ne peuvent pas être remises en cause par n'importe qui. Ceci dit, bien sûr qu'il y a des stocks d'eau qui sont facilement utilisables, donc on va dire aussi que la nature du sol va jouer aussi sur le champ à être arrosé ou pas. Forcément un sol qui va être très profond, avec voilà, un sol équilibré, avec une composition de sol bien équilibrée, riche en matière organique, va demander moins d'eau qu'un sol sablonneux. Vous vous dites très bien, comme des personnes qui font des pommes de terre ou des carottes dans les terres très sablonneuses auront besoin forcément plus d'irrigation que quelqu'un qui se retrouve avec des argiles limoneux, de bonne composition, avec une profondeur sans fond. Forcément ça c'est logique. Pour un peu que l'eau il y ait des nappes un petit peu souterraines, où c'est que les plantes peuvent aller un petit peu se fixer, eh ben il n'y a pas de souci. Malgré que nous on est quand même dans une région très sèche, et les puits nous dans le village sont à 6, 7, 8, peut-être, allez, pas plus. L'eau elle est assez proche du sol, on est entre 5-6 mètres, souvent l'eau quand elle remonte après elle est à 5-6 mètres de profondeur. D'ailleurs dans les bassins que j'arrose, c'est de l'eau de remontée qui est fait d'une ancienne carrière, donc ils ont extrait du gravier et l'eau remonte naturellement. Et donc vous voyez très bien, je essaierai de vous faire des images tout à l'heure pour vous caler en même temps, c'est de l'eau donc qui affleure et qui est peut-être admissible selon les terrains par certaines plantes. Ça c'est déjà arrivé que des personnes se retrouvent en excès d'eau parce qu'ils se retrouvent au final dessous avec de l'eau souterraine. Donc là on ne peut pas non plus faire une généralité et dire que de ne pas arroser, ça va pousser, ça va dépendre vraiment de plusieurs facteurs. Donc ce n'est pas la norme quand on dit l'irrigation, les légumes sans irrigation ça fonctionne. Ce n'est pas vrai. Donc un autre point aussi qu'on ne parle pas dans ce reportage, c'est la pluviométrie. Quelle est la pluviométrie de cette personne? Encore une fois, on parle d'une personne qui a peut-être un lieu spécifique. Je sais que c'est dans le bassin parisien, mais cela ne veut rien dire aussi. On peut avoir des régions, nous, à 50-60 km, qui sont à flanc de montagne et qui vont prendre beaucoup plus d'eau que nous. Nous, pour vous donner une idée, on est à 80 mm depuis janvier. 80 mm depuis janvier. Donc on est au mois d'août à l'heure où je vous fais la vidéo. Au bout d'un moment, il va falloir m'expliquer les légumes, s'ils ne sont pas irrigués, où c'est qu'ils trouvent l'eau. Sachant que dans l'atmosphère, on a 25, 30, 35% maximum d'humidité, avec du vent souvent du nord, donc du vent sec. Donc au bout d'un moment, je comprends qu'il y ait des sols qui aient de la rétention d'eau, mais au bout d'un moment, quand on puise, et bien, la RFU, la réserve facilement utilisable, s'épuise et les plantes se trouvent dans un stress hydrique. Et que nous, on a des sols assez profonds. J'ai vu certains commentaires sur les groupes où c'est que certaines ont 30-35 cm de terre arable et se retrouvent sur de la roche. Donc là, au bout d'un moment, la réserve est beaucoup plus petite. Donc il y a des choses vraiment à nuancer par rapport à ça. Allez, je passe à la suite. C'est-à-dire qu'un légume, quand il a soif, on y donne à boire.
Quand il a faim, on y donne à manger. Quand il est malade, on le soigne. Quand il a des insectes, on les tue. Non, un légume doit se débrouiller tout seul. Un légume, c'est comme un être vivant, c'est un être vivant. C'est-à-dire que plus tu vas l'aider, plus tu vas le rendre feignant. Alors, le point aussi qui vient à me dire, m'interpeller, c'est quand il dit dans ce petit passage que plus on aide les plantes, plus on les rend feignantes. Alors encore une fois, ce monsieur peut-être a un petit souci avec le travail ou la capacité de se poser les bonnes questions, je ne sais pas. Mais pour moi, il ne faut pas chercher à bien sûr assister la plante, du genre, moi je suis vraiment par contre assez contre les cultures hors sol. Pour moi les cultures hors sol c'est quand même là des cultures contre nature. Mais il faut quand même mettre les plantes dans un certain confort pour espérer avoir une récolte digne de ce nom. On n'est pas là pour faire de la collection de graines ou essayer de faire survivre une plante. La majorité d'entre nous font ça d'une façon professionnelle, donc font ça pour gagner leur vie. Et ce n'est pas parce qu'une plante survivrait si on la laissait à l'état naturel qu'elle ne pourrait pas faire un petit peu plus si on l'aide un petit peu. Enfin, pour moi c'est pas quelque chose de rendre feignant la plante. C'est bien sûr, là peut-être je planterai un pied de tomate ou certains d'entre vous l'ont déjà fait, vous jetez une tomate cerise dans votre jardin, l'an d'après vous avez des tomates cerises de partout. Bon, mais ça c'est la nature, c'est comme ça, vous jetez une graine ou un noyau de cerise, vous avez un cerisier qui pousse, ça c'est arrivé chez tout le monde. Mais c'est pas pour ça, si on va peut-être l'aider un petit peu en y amenant voilà, des nutriments, de l'engrais organique, y amener du fumier, y amener de la paille, ce genre de choses, ben en fait on va juste l'aider. Forcément, si on ne mange pas, on va tenir quelque temps, nous aussi, en tant qu'être humain, parce qu'il fait la comparaison avec nous. Bien sûr, on peut se passer de plusieurs semaines sans manger, éventuellement, allez, on va dire sans boire aussi. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer? On va créer des carences, on va s'affaiblir, on va avoir des problèmes et on va avoir des maladies. Alors que sans chercher à faire du bodybuilding, on pourrait dire, façon de parler, bien sûr, quelqu'un qui va se nourrir énormément, qui va peut-être prendre des produits qui vont stimuler sa croissance, et autres comme ça, il va devenir très musclé, très imposant, malgré que ça ne soit pas une règle aussi, c'est parce qu'il est surentraîné, donc ça peut arriver avec certains légumes, du légume conventionnel où c'est qu'ils vont être un petit peu plus poussés avec certains nitrates et autres comme ça. On va avoir des super légumes, super beaux, super gros, mais il y a aussi encore une fois le juste milieu. On n'est pas non plus en train de se faire la concurrence à celui qui va arroser le moins. Enfin, je pense que le milieu agricole depuis tout le temps a su très bien se gérer en fonction de ses terroirs. Chacun sait s'il faut mettre de l'eau. Moi, si je vois qu'il n'y a pas besoin de l'arroser, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas aller mettre de l'eau pour le plaisir. Je ne vais pas aller arroser. Par contre, je vais essayer de stimuler par contre leur capacité à se débrouiller par elles-mêmes. Par exemple, le goutte à goutte, au début de saison, on le colle à la plante et puis au fur et à mesure de la saison, on l'éloigne un petit peu pour que les racines puissent aller chercher d'elles-mêmes à d'autres endroits. Bon, mais ça, tout ça, c'est des petits facteurs. Par exemple, des fois, quand on n'est pas sûr d'arroser, je préfère laisser tirer un jour de plus et ça permettra à la plante d'aller faire des racines supplémentaires. Mais quand vous arrivez en plein après-midi, voire même le matin, ça m'est déjà arrivé où c'est que toutes les plantes sont vers en bas, complètement repliées, complètement fanées. Je peux vous dire que là, on ne peut pas dire ouais, la nature va continuer. Si ça continue comme ça, dans 2 jours, c'est tout sec. C'est tout sec. Pourquoi? Parce que les plantes ont beaucoup de feuilles, il y a beaucoup d'évaporation. On a tapé des moyennes, je crois que chez nous, ça doit être la moyenne, ça doit être 34 degrés tous les jours. Au bout d'un moment, les plantes, c'est pas des magiciens. Quand on voit, bon là il n'y en a pas autour de moi, mauvais exemple, mais des amandiers qui sont super vieux et qui sèchent cette année, ça laisse poser des questions et pourtant c'est pas enraciné sur 20 cm, d'accord? Si l'arbre il fait 4 mètres, il y a au moins 4-5 mètres de racines dessous, au minimum. Donc je pense, et il a ce qu'il faut pour se débrouiller. Vous voyez ici, il y a plein de feuilles, il y a plein de paille, il y a ce qu'il faut à manger, on est dans le statut forêt. Et pourtant ça a soif. Donc au bout d'un moment, si l'eau ne tombe pas du ciel, eh bien, il faut quand même un petit peu l'amener pour entraîner la survie des plantes quand même, pour essayer de pérenniser un petit peu quand même notre activité et de limiter, malgré que ça n'évite pas
quelques problèmes, comme vous avez pu voir, de culture malgré les irrigations. Allez, on essaye de finir. Dès l'instant où on donne à boire à un légume, on dilue le goût. C'est comme une grenadine, comme un sirop, hein. Si vous mettez très peu d'eau, il est très sucré. Si vous mettez beaucoup d'eau, il n'est pas sucré. Un légume qui n'a pas d'eau, il va rester petit, mais par contre, ça va être du concentré. Ce sera que du bonheur. Ce sera de la nourriture. Et donc voilà, donc pour finir un petit peu cette vidéo, voilà, on a vu rapidement, hein, je suis pas là, comme j'ai dit, pour accuser ou pour montrer du doigt qui que ce soit, malgré que c'est difficile quand la vidéo a fait des millions de vues de passer à côté, pas s'en occuper. Mais voilà, donc c'est quelque chose pour moi qui m'a un petit peu... voilà, un petit peu dérangé, fait grincer des dents parce que nous aussi on est confronté au problème de chaud. Ouais. Bon, la sécheresse pas trop, les cours d'eau sont pas trop impactés, mais la sécheresse au long terme pour les cultures a été très compliquée. Et si on n'amenait pas de l'eau, j'en amène pas plus annexé que ça parce que les plantes sont tellement dans un stade de sécheresse et de sec qu'elles ne consomment pas spécialement d'eau. Elles se referment dès le matin et elles restent stationnaires, elles pompent un petit peu le soir, un petit peu le matin, mais ça ne consomme même pas de l'eau comme ça devrait en consommer. Donc l'irrigation non plus, ce n'est pas la cause du problème et qui réglera non plus les problèmes de sécheresse et que les légumes se débrouilleront tout seuls chaque année si on les plante comme ça. Dans tous les cas, même je ne sais pas si l'an prochain on peut faire le test parce que ça m'a un petit peu chauffé les oreilles, si je balancerai pas une rangée au bord et je l'arroserai pas. De toute façon, je pense que je pourrais vite replanter dessus, mais c'est peut-être bon à tester. Et peut-être je ne mettrai même pas de paillage comme le monsieur pour vous montrer un petit peu si on peut tenir l'herbe comme il faut quand les sols sont très durs, très secs et sans irrigation. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on verra l'an prochain. Pour finir, voilà, je voulais juste quand même pas vous mettre en garde hein, parce que je sais très bien que vous êtes assez vigilants. C'est pas spécialement voilà, vous les abonnés de ma chaîne qui vont être contre moi. Je pense que vous allez très bien comprendre ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo, mais c'est plutôt grâce ou à cause des réseaux sociaux et tout ça, qui divulguent un petit peu ce genre d'informations en croyant donner la bonne parole ou comme si c'était la façon à faire ou la façon à suivre pour éviter la consommation d'eau ou autre. Dans l'agriculture, on a toujours connu nos parents, nos grands-parents arroser les cultures, ça date pas d'hier. Et ça continuera. Bien sûr, je suis toujours pour l'économie d'eau, essayer de renouveler les techniques. Moi, je pense que le mix idéal, ça serait de la permaculture irriguée, façon de parler. Il faudrait plutôt un système de permaculture, de broyat, de bâche. Mais en plus de ça, si en plus certains d'entre vous mettaient l'irrigation dessus, je pense qu'on aurait un système proche de l'idéal, donc mais il faut obligatoirement de l'eau parce que si vous vous retrouvez avec des tas de matière et que c'est sec, cette matière ne va pas pourrir, même si on va créer une protection. Nous, il n'a pas plu depuis, je vous dis, il a fait 6 mm je crois début juillet, quand j'ai passé les disques à côté. Donc si cette matière est sèche, elle ne va jamais s'incorporer dans le sol, encore moins si on ne fait pas du travail du sol. Donc si on ne mouille pas cette partie, ça va sécher, ça va faire de la poudre et puis ça ne va pas rentrer dans le sol. Donc je pense qu'il faudrait voilà, des buttes, des planches un petit peu cultivées éventuellement, ou des bandes de BRF. Il y a des choses qui se sont faites sur le melon, hein, voilà, des trucs au coltirato remplis, épandus de BRF. Avec du goutte à goutte, donc là il y a des choses sympas qui sont possibles, mais voilà, donc ça c'est un autre sujet, on pourrait en reparler, c'est pas trop le thème de la vidéo, mais juste voilà, j'en veux un petit peu à ces médias qui divulguent un petit peu cette information comme si c'était la sainte information ou la marche à suivre, et en mettant un petit peu de côté des coups de pied aux agriculteurs qui se donnent la peine de faire les choses correctement. Et bien sûr, même s'il y a comme lui des contre-exemples peut-être de systèmes qui s'en sortent, qui survivent, je ne sais pas trop, après non plus ses rendements, s'il vit que de ça, si... Bon, après aussi, voilà, peut-être il va dans des endroits plus chers, ses légumes, ça y suffit, il en est bien content, très bien, sachant que, voilà, sûrement il a eu beaucoup plus d'eau, je crois qu'il a eu une centaine de millimètres au mois de juin,
mais ces chers messieurs, les journalistes ont oublié de le signaler aussi. Donc forcément, les données sont un peu faussées. Bref, je ne vais pas non plus aller plus loin, hein. Le but c'était pas ça, c'était pas de clasher personne, c'était juste un petit peu de donner ma version des choses, parce que ça me démange un petit peu de ne pas pouvoir en parler avec vous. Je pense que ça va être un petit peu source à pas trop, je pensais, parce que quand même sur les groupes de maraîchage et tout, on voit quand même que ça va quand même dans un même sens. Donc moi, n'hésitez pas, hein, parce que après j'ai quelques jardiniers, hein, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais vu la contre-vidéo du potager d'Olivier, donc qui lui aussi est un grand jardinier ou grand potagiste, je sais pas trop comment on dit, hein, je sais pas s'il verra la vidéo, mais en tout cas j'ai été 100% d'accord avec lui, hein. Je vous mettrai le lien aussi si je peux vers sa vidéo. Il me semble que la ferme de la Cagnole, excusez-moi si j'écorche le nom, a fait aussi une vidéo, je ne l'ai même pas regardé encore, donc je ne peux pas vous dire, mais je l'ai entendu dans la vidéo de Olivier, que je suis aussi, parce que j'aime bien sa façon de voir les choses, même si elle est un petit peu plus dans le potager amateur, familial, et j'aime bien aussi parce que voilà, vous voyez très bien qu'il est dans le milieu de la permaculture, de faire des efforts, enfin il se casse la tête aussi, mais son raisonnement est tout à fait logique par rapport à cette vidéo aussi, et je tiens aussi à le remercier parce qu'il prêche beaucoup pour les petits jardiniers, et c'est plein de petits jardiniers qui croient avoir des systèmes des fois un peu révolutionnaires au jardin, et qui ne se rendent pas compte que nous, les agriculteurs qui font ça à grande échelle, ne peuvent pas spécialement répliquer les choses sur de grandes surfaces sans avoir des moyens disproportionnés et viables surtout pour le propre agriculteur. Parce que escamper jeter une botte de paille dans un jardin, c'est facile. Le faire sur 2 hectares, les volumes deviennent complètement fous. Mettre une remorque de 200 kg de compost dans un jardin, c'est facile. En mettre 40 ou 50 tonnes, ce n'est pas la même chose, d'accord. Sachant que le jardinier est seul dans son jardin, nous sur 2 hectares on est 2, donc 2 hectares, 20 000 mètres carrés. Donc voilà, des petits points un petit peu qui dérangent un petit peu, et le problème c'est que ça montre encore une fois l'agriculture du mauvais côté, parce que là le problème c'est que ce genre de reportage, ça montre du doigt les conventionnels, les bio, et tout ce qui va avec, les éleveurs, tout le monde est montré du doigt, parce que comme on est du milieu du vivant, pour nous il faut de l'eau, et ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas économiser l'eau, hein. Bien sûr que non, hein. J'arrose le soir, je fais attention, je mets du paillage moi justement dans le champ pour éviter ce genre de choses, hein, qui me vaut aussi des fois quelques réflexions désobligeantes, mais ce n'est pas grave. Pour moi, je sais très bien que c'est bon pour mon sol, parce que quand il fait des 50 degrés, moi je préfère avoir une petite couverture qui me permet de garder l'eau au moins 2-3 jours, alors que si je ne mettais pas ce paillage, on se retrouverait à arroser quasiment tous les jours, parce que ça serait intenable pour les plantes. Donc voilà, moi pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'hors-série de ce genre, pour vous expliquer un petit peu tranquillement, dans un endroit un petit peu tranquille, à l'ombre. Par ce temps de canicule, c'est pas désagréable. Donc merci de partager cette vidéo si vous avez trouvé des choses intéressantes là-dedans. Et puis nous on se retrouve au champ pour la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la semaine prochaine, ciao ciao.